noter que j'ai écrit 2 livres sur la sécurité sociale et la santé, que je suis le responsable du groupe Sécu de la Convergence nationale service public, qui regroupe tous les partis de gauche, 4 syndicats revendicatifs et beaucoup d'associations. Voilà. Et donc, j'ai participé pendant une demi-douzaine d'années au Conseil de la famille. Et dernier point, je participe à tous les séminaires du Conseil d'orientation des retraites. Bien, alors, d'abord, je voudrais situer la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui. Le budget de la sécurité sociale, 570 milliards d'euros. 570 milliards d'euros. Le budget de l'État, tout ministère confondu, 455 milliards d'euros. Donc vous avez compris que le budget de la sécurité sociale, c'est le plus grand budget humain, supérieur de plus de 25% au budget de l'État, tout ministère confondu. Et c'est environ 9 fois le budget de l'éducation nationale. Donc c'est pour montrer l'importance, je dirais, en termes budgétaires. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans toutes les études d'opinion que nous voyons, lorsqu'on questionne les Français sur la sécurité sociale ou la protection sociale, ça vient en deuxième place des préoccupations des Français. Première place, le pouvoir d'achat. Deuxième place, la sécurité sociale ou la protection sociale. Bon. Et troisième place, la sécurité et la sûreté. C'est les 3 premiers. Et ça, c'est une constante, aussi bien dans les études du CEVIPOF que dans la dernière étude qui a été faite par Opinion Nouvelle. On est en campagne électorale. Parce que j'ai mauvaise langue, on ne parle pas beaucoup de sécurité sociale dans cette campagne électorale. Bon, il y a d'autres choses dont on ne parle pas non plus. Et pourtant, il y a des complaintes partout. Sur les EHPAD, sur les centres sociaux, sur les retraites, sur etc., etc. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité sociale, d'abord, c'est 5 branches. La sécurité sociale, c'est pas seulement la santé. D'abord, le budget de la santé dans la sécurité sociale n'est pas un budget majoritaire. Donc, il y a la santé, il y a les retraites, il y a toutes les prestations familiales, logement, précarité par la branche famille, la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et récemment, 7 août 2020, la branche autonomie, qui malheureusement a été intégrée dans le Code de la sécurité sociale, mais sur des principes qui sont contraires à ceux de la sécurité sociale. Donc ça, c'est parce que eux, ils ont un but dont on va parler tout à l'heure. Et donc, dans la société, il y a toute une série de luttes sectorielles qui en fait touchent peu ou prou la sécurité sociale. On essaye de défendre un hôpital, un service hospitalier, etc., etc. Aujourd'hui, il y a des mouvements sociaux vis-à-vis des EHPAD, maltraitance, etc., etc. Et donc, vous voyez, deuxième préoccupation des Français, premier budget humain, et on n'en parle pas. Et donc, la question que je me pose, c'est comment on peut faire pour relancer une sécurité sociale sur les principes qui ont été réalisés en 1945-1946. Parce que, en 1945-46, j'y viendrai tout à l'heure, il y a 4 principes de la sécurité sociale
ils ont été tous remis en cause. Voilà. Et ça a été remis en cause parce que, et uniquement parce que, le rapport des forces a changé. C'est aussi simple que ça. Et la première chose, et j'y reviendrai, le général de Gaulle demande à Emmanuel Parodi de faire, le ministre de la Santé qui a fait les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, il lui demande de construire la sécurité sociale. Il nomme Ambroise Croizat le 21 novembre 1945. Donc Ambroise Croizat n'était pas le ministre qui a créé la Sécu, c'est le ministre qui va faire les 4 grandes lois de 1946. Et le général de Gaulle fait ça parce qu'il respecte la décision du Conseil national de la résistance. Et comme il est contre la sécurité sociale, immédiatement, il démissionne en janvier 1946. Ce n'est pas la seule raison, bien évidemment. Il y a aussi le régime des partis, etc. Mais on verra qu'en 1967, les ordonnances Jeannet, c'est le général de Gaulle qui demande à Jeannet de faire les ordonnances Jeannet de 1967, qui tue 2 des 4 conditions révolutionnaires de la Sécu. La première, c'est que la gestion de la Sécu n'est plus dirigée par les représentants élus des assurés sociaux. Et la deuxième, le principe d'unicité de la sécurité sociale est bafoué. Les 2 autres conditions, elles ont été détruites après coup par la réforme Juppé de 1995 et par Hôpital Patient Santé Territoire de Sarkozy-Bachelot. Alors, on est aujourd'hui, d'ailleurs, il en a parlé Michel, dans une sécu qui est étatisée. L'étatisation de la Sécu, elle est démarrée par le général de Gaulle en 1967, elle est continuée par Juppé et elle est terminée par Sarkozy-Bachelot. Vous voyez que c'est la même famille politique qui, en fait, fait l'opération en plusieurs morceaux. Et quand Juppé, par exemple, ne réussit pas la réforme des retraites, c'est Fillon, en 2003-2008, qui fait ce que Juppé n'a pas réussi à faire en 1995. Donc ça, ce qui est très important à comprendre, c'est que les dirigeants, c'est-à-dire le grand patronat, lui, il sait quel est son objectif. L'objectif, c'est de détruire toutes les formes socialisées qui ont été réalisées avant. On privatise les services publics, et il reste aujourd'hui 2 secteurs socialisés, majoritairement socialisés, la Sécu et l'école. Et si les sondages disent juste, eh bien, nous verrons une nouvelle avancée de la privatisation de ces 2 secteurs dans le mandat qui va venir. Et donc, par rapport à ça, il faut bien voir pourquoi j'appuie sur l'étatisation, et Michel a eu raison d'en parler. C'est parce que les fondateurs de la Sécu, ils avaient conçu la sécurité sociale en autonomie par rapport au pouvoir politique. C'est-à-dire l'idée générale, c'était on élise des députés pour gérer le budget de l'État, on élit des élus, des assurés sociaux pour gérer le budget de la Sécu. Et pour ceux qui ont créé la sécurité sociale, c'est qu'ils avaient dans l'idée qu'ils créaient du déjà là, comme dirait Friot. Du déjà là, c'est-à-dire que la sécurité sociale, c'est quelque chose qui préfigure
pour ceux qui ont créé la Sécu, pour moi, ce que doit être effectivement une société post-capitaliste. Voilà. C'est-à-dire, et donc, ce que le grand patronat et la droite, soutenus par la gauche néolibérale, c'est-à-dire beaucoup de monde en fait, hein, 2,5%. Il n'y a pas de j'en rajouterai un. Bon. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et le but, un des buts importants du grand patronat, d'ailleurs, les grands intellectuels en fait, du patronat le disaient ouvertement. C'est bien évidemment en finir avec la sécurité sociale, avec un régime par répartition, supprimer l'ensemble des cotisations sociales et fiscaliser. Pourquoi le système de sécurité sociale en France était l'opération la plus avancée de l'histoire du monde? C'est parce que c'était géré par les représentants élus des assurés sociaux. Ce n'était pas le cas en Angleterre, qui avait un système qui a été très positif à partir de 1946, quand la gauche a repris le pouvoir après Churchill. Mais très vite, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il est plus facile, je dirais, de faire des politiques d'austérité quand le financement est fait par la sécurité sociale, par les impôts, plutôt que par les cotisations sociales. Donc moi, je dis la chose suivante, si nous voulons revenir là-dessus, il va falloir mener une énorme bataille. Et donc, voilà, donc j'ai développé ça d'ailleurs dans un article qui va paraître dans quelques semaines dans la revue Pratique, qui est une revue de la santé. La première, c'est ausculter le travail dans les différents métiers. Parce qu'on ne peut plus revenir à la Sécu de 45-46 parce que la situation a changé. Par exemple, on sait qu'on va avoir, entre maintenant et 2035, un accroissement, par exemple, des personnes âgées dépendantes. Ce n'était pas le cas au moment de la création de la sécurité sociale. Donc, il y a toute une série de choses qui ont changé. Et donc, et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que l'ensemble des travailleurs qui travaillent dans le secteur de la sécurité sociale et dans les organismes qui sont financés par la sécurité sociale. Je rappelle que le salaire des hospitaliers est financé par la sécurité sociale et pas par l'État. Bon, même si la Sécu aujourd'hui est étatisée. Voilà. Et donc, ces travailleurs, ces travailleuses, il y a plus de travailleuses que de travailleurs dans ce secteur-là, eh bien, ils sont en souffrance. Donc il n'est pas possible aujourd'hui de penser le renouveau de ce secteur sans diminuer en même temps et éliminer la souffrance des personnels, principalement paramédicaux dans les hôpitaux, mais également dans les structures de la sécurité sociale. Alors, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une perte de sens dans ces endroits-là. Et ce n'est pas que dans ces endroits-là. C'est dans l'ensemble des services publics. Et ça, il y a deux personnes qui ont beaucoup travaillé dessus. Le premier, c'est Bruno Trentin, ancien secrétaire général de la CGIL, le syndicat le plus puissant à l'époque de l'Europe de l'Ouest, qui a écrit un livre remarquable, La Cité de l'Atelier, dans les années, début des années 90.
Et puis le deuxième, il est vivant, il s'appelle Alain Supiot. Il est professeur au Collège de France, et ce sont des personnes qui travaillent. Bruno Trentin, il est mort maintenant, hein, mais Supiot, il est toujours vivant. Ce sont des personnes qui travaillent sur le travail. Michel a eu raison de dire que ceux qui ont créé la Sécu, c'est parce qu'ils s'appuyaient sur les produits du travail. Ce que dit Bruno Trentin et Alain Supiot, qui a fait la préface du livre de Bruno Trentin, eh bien, il dit il faut aussi travailler sur le sens du travail. Et la thèse déjà de Bruno Trentin, il y a 30 ans, hein, c'était que la gauche, qui a poussé la sécurité sociale, qui a poussé les services publics, elle est imbue du taylorisme et du fordisme. C'est-à-dire que la gauche, ça a commencé déjà avec Vladimir Ilitch Ulyanov, qui pour lui, le taylorisme et le fordisme, c'était un bon fonctionnement, à condition que ce soit les travailleurs qui sont aux manettes. Bon, ce que dit Bruno Trentin, c'est que c'est la méthode du fordisme et du taylorisme qu'il faut changer. Voilà. Et donc dans cette affaire-là, la méthode qui est employée, notamment à la sécurité sociale et dans l'ensemble des services publics, c'est ce qu'on appelle le nouveau management public. Et je vous renvoie à un livre absolument remarquable de mon ami Johan Chapoutot, qui est professeur d'histoire à la Sorbonne, et qui a montré que ceux qui ont été le plus loin dans la rationalisation managériale du nouveau management public, c'est le régime nazi. Mais le régime nazi dans les entreprises. Hein, il ne parle pas du tout du régime nazi en dehors des entreprises. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de gens qui avaient mis sur pied la rationalité managériale sous le régime nazi ont été exfiltrés par les Américains et par le Vatican, pour dire les choses, hein, et ont été réutilisés pour faire la liaison avec les futurs. Et donc, moi ce que je crois, c'est qu'il faut repartir du travail, redonner du sens au travail, et supprimer la forme de travail du taylorisme et du fordisme. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je vous tiens jusqu'à demain matin. Michel me connaît, je suis capable. Mais tu me connais aussi. Voilà. Le deuxième élément stratégique dont il faut tenir compte, c'est qu'il faut avoir une vision holistique de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de régler ce problème-là simplement en prenant chaque cas. Il y a un scandale dans les EHPAD et de maltraitance, l'opinion publique s'émeut, la technocratie crée 325 commissions et rien ne change. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut avoir une vision globale sur ce qu'est la sécurité sociale, c'est-à-dire la protection des assurés sociaux, pas des citoyens, des assurés sociaux, tous ceux qui produisent la richesse, donc y compris les immigrés qui travaillent, donc les assurés sociaux et leurs familles. Voilà. Et il faut la protection de la naissance à la mort. En fait, c'est ça. Quand on voit toutes les prestations, les retraites, la santé,
la précarité, les prestations familiales, les prestations logement, accidents du travail, maladies professionnelles, personnes âgées dépendantes, même animation sociale dans les quartiers, etc. Ça, c'est la sécurité sociale qui finance cela par l'intermédiaire des caisses des allocations familiales. La troisième chose, je viens de le dire, c'est qu'il faut sortir de « il faut tout changer pour que rien ne change ». C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur la sécurité sociale, on travaille sur un ensemble. La protection des ayants droit et leurs familles de la naissance à la mort, ça doit être pris globalement. Et donc, il faut éviter, comme j'ai dit tout à l'heure, les indignations qui ne changent rien. Parce que, bien évidemment, comment réagit la technobureaucratie? Quelle est la marque de fabrique du néolibéralisme soutenu par l'ordolibéralisme allemand? C'est très simple. On sous-administre tous les services publics et on les surbureaucratise. C'est très important, ça. Lorsqu'on voit, je prends un exemple, c'est l'hôpital. L'hôpital, le nouveau management public a fait qu'on a écarté totalement les médecins des décisions dans l'hôpital. Ce qui fait que vous avez des directeurs d'hôpitaux qui, avant d'être directeurs d'hôpitaux, étaient directeurs à Carrefour ou à la banque. Parce qu'en fait, c'est en fait, comme dirait Grimaldi, le gouvernement par les nombres, par les chiffres. Voilà. Et donc, il ne faut pas se laisser manœuvrer par le fait, on dit on va créer une commission. Madame, comment elle s'appelle, Bourguignon, là, vient de déclarer qu'elle attaquait Orpea, et bien sûr, elle va créer une commission. Voilà. Et donc, et pour aller plus vite, le nouveau management public organise des officines privées qui viennent dire aux responsables des structures comment il faut faire. Bon, on commence à en parler dans l'opération McKinsey. Hein, bon. Voilà. Le quatrième item, le dernier, c'est quel modèle politique pour quelle sécurité sociale. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Tous les grands projets de sécurité sociale coupés de la réalité politique, de la réalité économique, ne valent pas un peu de lapin. Si on crée la sécurité sociale par les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, c'est parce que la République sociale a d'abord été créée par le Conseil national de la résistance. Et que bien évidemment, le général de Gaulle, respectant l'accord qu'il avait à l'intérieur, accord qui était discuté, y compris par Grenier, le responsable du Parti communiste qui va en janvier 1943 à Londres pour dire au général de Gaulle qu'il est d'accord pour un Conseil national de la résistance, et donc il respecte ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les quatre principes, parce que pour remettre les quatre principes révolutionnaires, pour moi c'est des principes révolutionnaires de la sécurité sociale, eh bien il faut rétablir les principes, pas de la façon dont ça a été fait, puisque le monde a changé, je dirais les menaces sont différentes, je dirais infectieuses et chroniques, plus les chroniques que les infectieuses, et donc il faut tenir compte bien évidemment de ça. Alors,
Donc le principe d'unicité et le principe de la gestion par les travailleurs, supprimés par De Gaulle en 1967. Ensuite, renier la cotisation sociale, qui est un principe, tel que l'a expliqué Michel tout à l'heure. Pour ceux qui ont créé la Sécu, la cotisation sociale, c'est du salaire socialisé. C'est-à-dire que pour les créateurs de la sécurité sociale, on a un salaire qu'on appelle super brut. Salaire net plus cotisation sociale salariale, ça fait le salaire brut. Et si on rajoute les cotisations patronales, ça fait le salaire brut plus. Voilà. Et donc, à partir du moment où on baisse la cotisation sociale, on diminue le salaire des gens. Parce que bien évidemment, quand vous avez aujourd'hui, ce qui est absolument extraordinaire, Valérie Pécresse et Zemmour qui dit le salaire net est trop faible. Eh bien, on va supprimer les cotisations sociales, le salaire net sera égal au salaire brut, et bien évidemment, ça supprime la partie du financement de la sécurité sociale, et comme elle ne dit pas comment elle va faire là-dessus, on le sait, c'est le nouveau management public qui va organiser des politiques d'austérité. Voilà. Et la quatrième condition révolutionnaire, dont je n'ai pas encore parlé, c'est le principe de solidarité. Le principe de solidarité se définit de la façon suivante: à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens. Donc, pour les besoins de santé, pour toutes les prestations de la Sécu, on commence par travailler sur les besoins et on définit les prestations, et ensuite il y a un compromis pour l'augmentation des cotisations sociales. Je vous rappelle par exemple que pour les retraites, on a commencé à 5%, on est aujourd'hui à 13%. C'est-à-dire l'augmentation du taux de cotisation, il a augmenté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gâteau, il a augmenté, et le taux a augmenté. Vous voyez? Et donc le taux augmente en fonction de l'augmentation du gâteau. Qu'est-ce qu'ont fait les néolibéraux? C'est-à-dire la droite, et quand la gauche est revenue derrière, elle n'a surtout rien changé. Hein, et en plus, elle a même privatisé. Bon, donc de ce point de vue-là, si vous voulez, pourquoi il faut avoir une vision globale? Prenons le cas des retraites. Là, on commence à avoir un petit débat, retraite à 65 ans, retraite machin. Écoutez, c'est très simple, moi j'ai participé à tous les séminaires du Conseil d'orientation des retraites. Si on regarde que les retraites, par rapport au système actuel, qui est déjà plus à 60 ans, hein, il y a 62, pour passer la fin de la décennie, il faut augmenter les cotisations de 0,6% du PIB. C'est relativement limité. Et à partir de 2035, le nombre de naissances sera supérieur au nombre des décès. Pourquoi? C'est que les gens de ma génération seront en partie disparus. Je ne sais pas si je serai dans le lot en 2035, mais c'est possible. Vous voyez? Donc, enfin, il y a des gens qui seront contents. Donc ça veut dire, pourquoi ils font ça? Pourquoi tous les 3-4 ans ils font un truc? Parce qu'ils ont réussi à dire à la population, il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs.
eh bien, je peux vous dire, on a un retard sur les mathématiques en France. Parce que le problème n'est pas le nombre de retraités et le nombre d'actifs, le problème est la production de richesse et le nombre de retraités. C'est tout. C'est ça. Et ça, il y a eu en 1960, il y avait un syndicaliste paysan qui a dit si ça continue comme ça, il y aura la famine en 2010 en France. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de paysans et de plus en plus de bouches à nourrir. Et c'est vrai, nombre de paysans divisé par 10 et nombre de bouches à nourrir multiplié par 2. Et en 2010, il n'y a pas la famine. Pourquoi? Parce que la production, elle a fortement augmenté. Ce qui compte, c'est la production de richesse et le nombre de retraités. Mais comme ça, comme personne ne fait de l'éducation populaire et que personne n'en parle, ils arrivent à faire croire à la population qui manifestement n'a pas si tu veux, les compétences mathématiques pour voir que c'est la production de richesse et de l'autre côté le nombre de retraités et que c'est pas le nombre d'actifs qui compte. Voilà. Mais pourquoi ils font ça? Parce que eux, ils ont une vue d'ensemble. Eux, ils ont une vision holistique, c'est-à-dire tout ensemble. Pourquoi ils veulent diminuer les retraites, le volume global des retraites? Parce que leur but, c'est la privatisation de toute la sécurité sociale et derrière de l'école. C'est ça qui est à l'œuvre. Pour transformer la sécurité sociale en un marché. Et ils le font très bien. Ils ont créé l'ANI en 2013 sur des appels d'offres dans le privé, dans les entreprises. Qu'est-ce que fait Macron? Il a lancé la protection sociale complémentaire chez les fonctionnaires. Et la troisième étape, c'est le dépeçage de la sécurité sociale par des appels d'offres régionaux pour en faire un marché peu ou prou comme ça se passe aux États-Unis. Voilà. Et donc, de ce point de vue, si on n'a pas une vision globale politique, et si on ne met pas au centre du dispositif la bataille d'abord de la République sociale, préalable à la sécurité sociale, il n'y aura pas d'avancée de la sécurité sociale sans le fait d'une République sociale. D'ailleurs, toutes les avancées sociales, elles ont toutes été concomitantes avec des avancées politiques. C'est comme ça, je dirais, depuis le milieu du XIXe siècle. Voilà. Et ça, c'est une opération qu'il faut avoir dans la tête. Le problème de la sécurité sociale, c'est pas un problème entre intellectuels bac+35 connaissant bien le fonctionnement de la sécurité sociale, c'est un problème politique. Et le problème politique, c'est aux citoyens de s'en saisir. Si les citoyens ne s'en saisissent pas, eh bien, après avoir privatisé l'ensemble des services publics, enfin les gros services publics, eh bien, on privatisera la sécurité sociale et l'école. Voilà. Et je m'aperçois d'ailleurs que la privatisation de l'école a de plus en plus d'adeptes aujourd'hui. Je ferme la parenthèse parce que je ne suis pas là pour parler de l'école. Et donc, ma conclusion est la suivante. Il est nécessaire de tout faire pour créer un débat populaire sur la sécurité sociale. Et ça, c'est le pivot. Parce que le pivot de la République sociale, c'est bien sûr le principe de laïcité, mais c'est les 10 principes républicains.
Liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, démocratie, universalisme concret, développement écologique et social, etc., etc. Et il faut absolument que, comme on a en face de nous des gens qui ont une vision globale, parce que Kessler, lui, il a une idée globale, et nous, dans notre camp, on fait comme si on va régler le problème du grand âge uniquement en parlant du grand âge. Non. Il faut se battre pour la République sociale pour qu'on ait un système égalitaire et émancipateur dans le grand âge. Je prends cet exemple, mais je pourrais prendre les autres. Alors bien évidemment, le temps de l'histoire, ce n'est pas le temps des impatients de la petite bourgeoisie intellectuelle. Bon. Donc, la question, c'est que mon point de vue, c'est qu'il faut qu'on reprenne le travail sur ces 4 thèmes. C'est-à-dire, je les répète, il faut un modèle politique qui permette le développement de la sécurité sociale, il faut avoir une vision globale, de ce que j'appelle holistique, il faut bien sûr éviter de se laisser marginaliser par la surbureaucratisation et la sous-administration des services, par le nouveau management public, et puis il faut revenir sur l'étude du sens des métiers qui sont financés par la sécurité sociale. Je vous remercie de votre attention.